Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais bien. T'as l'air en pleine forme, Guy? Ah, je pète le feu. C'est parce qu'on enregistre en fin de soirée, c'est pour ça. T'es vraiment très bien réveillé, contrairement à notre dernier enregistrement il y a un mois qui était très tôt le matin. Ah ouais, on est exactement 12 heures de décalage. Aujourd'hui, on peut enregistrer à... Bon, ce serait pas une heure normale parce que tôt le matin, c'était pas si grave que ça, mais on peut enregistrer en soirée parce qu'on a notre invité vit au Québec. C'est François Boucher. Bonjour François. Bonjour Mario, bonjour Guy. Salut. Écoute François, on est content que tu aies pris un peu de temps pour faire un podcast avec nous. Surtout qu'on va parler d'un sujet que tu as exploré pas mal à fond dans les derniers mois, DevTest Lab. Oui, effectivement. Puis je crois que tu as exploré ça à travers ta chaîne YouTube, parce que, bon, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, on va faire ta bio tout à l'heure parce que c'est toujours ce qu'on fait, mais tu as une chaîne YouTube où tu parles justement d'Azure, de Cloud. C'est toutes des petites trames de quoi? 5 minutes absolument, ton Cloud in 5 minutes? Ben, j'essaye, d'où Cloud en 5 minutes, mais c'est difficile des fois de faire un sujet complet en 5 minutes. Fait, des fois, c'est plus en 8 minutes et demie. Hein? Ouais, ça ressemble à du 8 minutes et demie, effectivement. Puis c'est bilingue, hein? Donc tu le fais autant en anglais qu'en français, je crois, oui, ta chaîne. Chaque épisode est enregistré et en français et en anglais. C'est pas juste des sous-titres. Et il y a quelques émissions que tu as faites sur DevTest Lab. Oui. Pas juste une, justement, parce que en 8 minutes, tu couvrais pas tout. Ou en tout cas, tu as fait des sujets plus avancés en lien avec ce produit-là. C'est un produit que tu connais bien, tu maîtrises. Oui. Puis, tu vas même nous expliquer certains de tes scénarios, en tout cas, ce que tu trouves très plaisant à pouvoir utiliser cette technologie-là. Puis, Guy, toi, tu nous disais, lorsqu'on discutait un peu plus tôt, que tu utilises aussi ce produit-là. Donc, je vais être curieux de savoir c'est quoi les scénarios où toi, tu l'utilises. Ben oui, sur des scénarios qui sont différents de celui de François. Puis, bon, ben, moi, pour pas être en reste, je l'utilise pas. Il y a sûrement plein de raisons pourquoi je pourrais l'utiliser, mais bon, la vie fait en sorte que il y a juste 24 heures dans une journée, malheureusement, donc je trouve pas moyen encore de faire toutes les choses que j'aimerais bien faire. C'est l'histoire de ma vie ou l'histoire de la vie de bien du monde, j'imagine. On court après le temps. François, je disais qu'on était pour commencer avec ta bio. Bon, moi, je te connais bien parce que à Montréal, tu étais une dizaine de MVP. Tu es un de ces 10 personnes-là qui a la reconnaissance MVP. Ça fait combien d'années maintenant que tu reçois la reconnaissance? Ça fait 4 ans maintenant. Et c'est dans la compétence Azure. Exactement. Depuis le début, t'as gagné au début et directement pour ce que tu fais au niveau d'Azure. Oui, depuis le début, là, j'étais déjà Azure, oui. Contrairement à Guy, qui lui a la reconnaissance depuis combien d'années, Guy? Là, t'es rendu à 17, 18 ans, quelque chose comme ça? Ah mon Dieu, je m'en souviens plus, Mario. Mais toi, au début, c'était sur Visual Basic 6 ou Visual Basic 3 même? Je suis exprès pour tomber plutôt dans la flèche. Le programme MVP était même pas créé à l'époque. Ouais. Non, moi j'ai commencé sur du ASP, puis ensuite ASP.NET. Ah, ok, puis pourquoi je t'agace? Parce que moi je me souviens, je t'ai connu à Montréal, c'était à travers le groupe d'utilisateurs qui à l'époque s'appelait le groupe d'utilisateurs Visual Basic. Ça rajeunit personne. Puis pour revenir à notre invité, écoute, tu travailles chez Lixar, t'es leur expert cloud. J'imagine que comme beaucoup de gens, tu n'as pas juste un seul chapeau et un seul rôle dans l'organisation chez Lixar, mais c'est un des rôles que j'imagine que tout le monde te reconnaît, là, ton expertise. Oui. Tu peux-tu en deux mots nous dire qu'est-ce que fait Lixar? Lixar, c'est une boîte de consultation. Dans le fond, on est un partenaire Microsoft.
On est triple gold, on est certifié au niveau de, pas certifié, mais certifié au niveau du cloud, du développement d'applications puis du data analytics. Donc, on fait beaucoup de développement pour d'autres clients. On bâtit des solutions où les données sont au cœur des projets. Donc, on va faire de l'AI, du machine learning, on va faire des gros systèmes de base de données, des gros systèmes web, des autos connectés. Dernièrement, on a un projet avec des drones où on enregistre des vidéos, puis après ça, on fait de la détection de rouille dans des chantiers, pas des chantiers, mais des usines pétrolières, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment des projets là, de toutes sortes. Puis tout le temps passionnant parce que c'est toujours épatant ce qu'on peut faire avec la technologie. Hein? Quand on commence à regarder comment on pourrait utiliser les drones, les images, après ça, de la reconnaissance de forme. Puis là, ben, c'est là où est-ce que Azure devient intéressant parce qu'en plus que ça te donne du stockage, tout ça, tu peux utiliser les fameux Cognitive Services pour vous aider au niveau de la reconnaissance de forme, j'imagine, si ce n'est à moins que vous développez vous-même là, des algorithmes pour vos clients. Là. On a une grosse équipe, là, on a même un gars qui est un rocket scientist, là, vraiment. Donc, on a vraiment du monde pour travailler sur des algorithmes, mais oui, on va se servir aussi des cognitive services. Donc, on ne réinvente pas la roue, là, ces services-là sont très utiles. Puis moi, je t'ai connu, en tout cas, les premiers tests, c'est que je suis abonné à ton blog depuis plusieurs années. Puis tu as 2 blogs. Tu as le Cloud en français, puis tu as Frankie's Note, qui est un blog en anglais. Cette dualité-là linguistique, c'est vraiment quelque chose qui te caractérise. Hein? Tu fais tout le temps tout dans les 2 langues. J'essaie. C'est double effort. Moi, j'ai pas ton courage. S'il y a des auditeurs qui suivent mon blog, ben il est en anglais seulement parce que à un moment donné. Puis, mais Guy, je crois, es-tu en français ou en anglais, le tien? T'es en anglais, je pense aussi, hein? En anglais, ouais. Puis toi aussi, bon, Guy, t'as ta chaîne YouTube, donc en anglais, sur le cloud. Puis c'est une particularité, en tout cas, nord-américain. On ne pourra jamais oublier le fait qu'il y a quand même 300 millions d'anglophones. On est vraiment un petit groupe dans une mer d'anglophones, donc... puis la technologie... Mais pourtant, on a notre podcast en français. Oui, c'est correct. Écoute, faut pas renier notre identité. Nos auditeurs européens vont peut-être dire non, on n'a pas besoin de renier, on l'entend juste à votre accent. Oh là 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 là. On parle en québécois. Mais François, moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec toi, c'est de parler de Azure Dev Test Lab parce que c'est un produit que j'ai connu parce que juste pour la petite histoire de ce produit-là, il a déjà appartenu à l'équipe qui développe aujourd'hui ce qui s'appelle Azure DevOps, donc à l'équipe qui était plus autour de Team Foundation Services ou Team Foundation Server. Mais depuis quelques années, ça a été transféré du côté Azure, donc j'avais perdu de vue un peu l'évolution de ce produit-là. Puis là, j'étais très heureux de revoir qu'il revenait en force et de façon beaucoup plus simple. Puis le PM, le Product Manager, c'est quelqu'un qu'on connaît. Oui. Est-ce que c'est Claude? Ben oui, c'est Claude Rémillard. Ah, ben le monde est petit. Donc, la petite histoire pour les auditeurs qui disent ben, c'est qui ce Claude? Claude Rémillard, c'est le fondateur d'une firme à Montréal, puis sa firme a créé un produit qu'il a revendu à Microsoft. Et bon, comme on fait toujours quand on vend une compagnie à Microsoft, souvent, il n'achète pas juste le produit, tu dois aller au moins travailler 2 ans pour la compagnie faire la transition. Mais Claude a tellement aimé son expérience chez Microsoft qu'il est resté après la transition. Le produit qu'il avait vendu, lui, à Microsoft, c'est le produit qui est maintenant ce qui s'appelle maintenant Azure Pipeline. Donc, qui était l'ancêtre de ce qui est devenu Azure Pipeline, parce que il serait content si je disais vous avez développé Azure Pipeline, il dirait wow! Parce que depuis ce temps-là, ça fait quoi, 4 ans? Je pense que Microsoft doit avoir mis au moins l'équivalent de 200 à 300, plus que ça, en jour homme, là. Année homme de travail, là, ils ont refait le produit de bout en bout. Mais à l'époque, bon, c'est important pour Microsoft de pouvoir avoir une offre pour faire du déploiement. Puis c'est d'ailleurs ce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il leur donne une avance sur la compétition. Ils ont vraiment un très bon produit. Le Azure Pipeline, là, il y a la compétition, il y en existe, mais elle n'est pas aussi... Microsoft est vraiment en avance. Puis au niveau de Dev Test Lab, parce que je vais revenir à notre sujet, je pense aussi que c'est un produit assez unique que Microsoft ont.
Je suis pas sûr qu'il y a une offre comparable du côté d'Amazon, mais là, je m'avance peut-être. François, sais-tu s'il y a une offre comparable? Je suis pas bon pour comparer. Écoute, ça bouge tellement que j'ai pas beaucoup de temps pour regarder ailleurs, mais En tout cas, je m'avancerai pas. Pas que je sache. Mettons qu'on n'affirmera pas qu'il n'y a pas une offre comparable. Il y a peut-être quelque chose qui existe soit du côté de Google ou d'Amazon, mais on les connaît pas, malheureusement. Puis comme tu disais, c'est vrai que c'est difficile à suivre tout ce que soit que les gens de côté Amazon font ou du côté de Google, parce que c'est un monde en effervescence. Puis là, je dis ça parce que c'est important peut-être de le dire à nos auditeurs qui, eux autres, se disent des fois, comment ils font, ces gars-là, pour suivre tout ça? Bon, on est juste des êtres humains, on n'a pas le temps de tout suivre. C'est impossible. C'est impossible. Ça, de nos jours, c'est impossible. À moins de se spécialiser, là, de dire, OK, je suis qu'un feature ou qu'une track, là, en bon français. Déjà, il y a 5-6 ans, quand vous avez décidé de vous spécialiser du côté Azure, c'était déjà, vous faisiez le choix d'oublier tout ce qui était outils de développement, de mettre beaucoup moins de temps du côté de tout ce qui était le développement, là, parce qu'il y a des MVP aussi dans ce domaine-là, Visual Studio pour pas nommer cet outil-là. Puis et même là, aujourd'hui, Azure est rendu tellement grand que c'est plus possible de pouvoir suivre juste Azure. Puis non, c'est en tout cas, nous on vit ça. Si on a des auditeurs qui sont capables de tout faire, bravo pour eux. Mais ceux qui suivent pas, ben soyez pas surpris, c'est normal. Quand je dis suivre, c'est d'être expert en tout. On peut plus, là, c'est impossible d'être expert. Ouais, puis le rythme aussi, là, le rythme est effréné, là. Il y a 10-15 ans, il y a un produit sortait, t'étais correct pour 3 ans, là, à peu près. Ouais. Là, maintenant, ben, écoute, il y a des nouveautés aux 3 mois, là. Ben, il y a des nouveautés qui sont annoncées à tous les jours, puis un produit spécifiquement est renouvelé à chaque 3 mois. Ouais, à peu près. C'est assez fou, là. Puis Azure n'est pas ce qui était. Moi, quand j'ai commencé à Azure, c'était à environ 7-8 ans, et il n'y avait pas la palette de la profondeur. Exactement, qu'on a aujourd'hui, là. Donc, DevTestLab, le pitch de l'ascenseur, ça serait quoi à peu près? C'est une belle bébite. Oh là 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 là! T'as fait tes 90 secondes, c'est parfait. Donc, c'est quoi? Bon, c'est une grosse pieuvre. Écoutez, je revoyais en fin de semaine le film de Matrix, la Matrice. Oh. Puis, donc, est-ce que ça ressemble aux fameuses pieuvres qu'on voit dans la Matrice? Non. DevTestLab, je dis que c'est un peu une bête à part parce que est très méconnu. Dans le fond, dans DevTestLab, il y a 3 mots. Hein, il y a Dev, Test et Lab. Donc, c'est 3 scénarios qu'on va couvrir même ce soir, en fond. Donc, l'idée, c'est de pouvoir recréer un environnement. Mais quand je dis un environnement, il ne faut pas penser à un environnement là, comme j'ai une machine virtuelle puis j'ai installé un outil dessus. Moi, je parle d'un environnement, ça peut contenir plusieurs machines virtuelles. Puis ça va contenir même la réseautique, les adresses IP. Donc, finalement, c'est comme quasiment un segment de machines virtuelles qui sont connectées ensemble. Ouais, moi j'appelle ça des bulles. OK. Parce que des fois, en tant que développeur, parce que là, on parle du scénario de développeur, mais tu as besoin d'avoir peut-être une base de données quelque part, tu as besoin de ton poste de développement, peut-être que tu as besoin d'un autre serveur web ou peut-être que tu as besoin d'un Raspberry Pi ou de senseur. Et tu vas avoir plusieurs composants, puis tous ces ensembles-là font que tu es dans ta bulle de développement. Je sais que chez l'équipe chez Microsoft, eux autres, c'est ça qu'ils appelaient le lab. Un lab, c'était un ensemble de machines qu'on pouvait connecter entre elles et qui te donnait un environnement pour être capable de pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour tester ton développement, parce que là, on vient de parler du premier mot lab, mais il reste dev puis il reste test. Donc, le produit il sert principalement à ça, à tester des applications. Tu peux créer ton laboratoire pour développer une application. Comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir les ressources installées ou tu n'as pas besoin d'une machine puissante ou tu n'as pas besoin d'avoir les ressources installées sur ton ordinateur principal. Mm-hmm. Et ça, c'est pour développer. Tu peux aussi, lorsque tu développes une solution, tu peux dire, bon, mais je veux tester mes nouvelles fonctionnalités. Donc là, il faudrait réinstaller la dernière version sur un ordinateur, tout ça. Et dans le DevTestLab, tu peux pousser automatiquement
puis créer des machines toutes neuves, toutes fraîches, qu'il n'y a pas de bug, pas de traces des tests de la version précédente, pour que les personnes de l'équipe QA ou les testeurs s'installent puis roulent les tests. Les tests, ils peuvent être automatiques ou ils peuvent être manuels. Puis le dernier scénario, ben là, c'est des classes ou des laboratoires où tu veux avoir un setup qui va s'auto-détruire une fois que tu as terminé. OK, donc ça veut dire que tu peux t'en servir pas forcément pour faire des tests, mais pour de la formation, par exemple. Tu peux t'en servir pour plein de choses, mais c'est les 3 scénarios qui sont comme les Rappelle donc les 3 scénarios. Donc, premier scénario. Le développement. Oui. Le deuxième scénario, des tests, rouler des tests. Puis le troisième cas, ça serait les classes, là, donner de la formation. De la formation. Moi, je pense même à un 4e scénario, qui est souvent quand tu veux faire des preuves de concept, que si tu amalgames différents équipements, que tu pourrais avoir une configuration que tu n'as pas aujourd'hui, ça pourrait servir ça, là, en anglais, on va dire des Proof of Concept ou des POC, ça pourrait servir à ça, là, du côté infrastructure, on s'entend, là. Oui, ben ça revient un peu au développement. Là. Ouais. Au développement, c'est juste que tu dis. Non, je suis d'accord. Je coupe peut-être les cheveux en 4, comme on dit. Non, mais c'est là que ça devient difficile des fois de tracer la ligne. J'ai des clients où on a développé ça, puis c'est justement quand ils veulent développer une idée, ben peut-être qu'ils veulent aller expérimenter de nouvelles technologies. On parlait qu'une technologie évolue rapidement, donc là, il y a une équipe de développement qui ont dit on a une idée, on voudrait tester. Bon, peut-être que l'équipe d'infrastructure n'est pas prête à implémenter toutes ces sources-là. Par exemple, OK, ben on va vous créer un laboratoire où vous allez pouvoir créer vos machines virtuelles, installer qu'est-ce que vous avez besoin. On va déjà préinstaller ce que vous avez besoin, Visual Studio, tout ça, sur les machines virtuelles. Et vous allez pouvoir faire vos tests. Puis, c'est tout intégré avec quand même Git, tout ça. Fait qu'après, s'ils développent la solution puis on décide qu'elle est viable, il n'y a rien qui empêche de la déployer dans un web app. Donc, quand tu dis que c'est intégré avec Git, est-ce que je dois comprendre que toute la définition de cet environnement-là, de ce lab-là, c'est du code? Donc, c'est ta définition de ton laboratoire, c'est du code que tu vas écrire dans un certain langage pour définir ça? Ben, l'idée derrière le DevTest Lab, c'est effectivement de structurer, de scripter le plus possible. Donc, lorsqu'on crée une machine virtuelle, il y a 2 façons de créer une machine virtuelle avec DevTest Lab. Il y a la machine la méthode qu'on est peut-être plus habitué de voir, qui est de partir d'une image. Mm-hmm. Bon, donc peut-être que c'est un Linux. Peut-être que c'est un Windows, peut-être que c'est un Windows avec déjà Visual Studio préinstallé. Ou je peux peut-être avoir Visual Studio puis installer un logiciel maison dedans puis me faire une image. À ce moment-là, quand je crée une machine virtuelle, je dis prends l'image X puis crée 4 instances. Donc, ce que je comprends, c'est pour faire ton image virtuelle, c'est soit que tu en prends une parmi tous les gabarits que Microsoft ont, puis à partir de elle, tu vas la bonifier pour dire voici l'image de la machine que je veux, ou tu pourrais même à partir de l'outil dire je suis sur une machine, fais-moi une image de cette machine-là, puis c'est ça maintenant que je veux que tu te serves quand je vais te demander de monter la machine ABC. Là. Tu lui donnes un nom, mettons ABC, puis lui, il va savoir que c'est cette image-là qu'il doit prendre. Ça, c'est une des méthodologies, une des méthodes pour faire des nouvelles machines virtuelles. Mais là, c'est juste... Attends, là, c'est juste pour définir l'image virtuelle, mais si je veux définir la réseautique, tout ça, est-ce que je m'appuie sur des outillages qui existent dans Azure? Oui, tu peux tout faire avec les fameux ARM templates, donc les Azure Resource Manager. Donc, tu peux tout définir de cette façon-là. C'est-tu la seule façon? C'est-à-dire que grosso modo, c'est que tu vas avoir un ensemble d'images pour tes machines virtuelles et un ARM pour être capable de les lancer dans la bonne séquence puis les organiser, ou c'est plus complexe que ça? Non, c'est à peu près ça. OK, donc... C'est sûr que quand on fait un template pour un DevTest Lab, ça sera pas un template ou un gabarit qui va être simple. C'est quand même, il y a beaucoup d'éléments déjà qui vont s'embriquer et tout ça. Donc, c'est sûr qu'en partant, là, si c'est la première fois qu'on touche à du ARM template, c'est peut-être pas le meilleur
le meilleur cas pour faire ses premiers pas. Ben oui, parce que moi, peut-être que ça allait évoluer puis ça s'est simplifié, mais mes premières expériences avec les ARM templates, ça me faisait des fichiers gigantesques avec du JSON mur à mur, que là, à un moment donné, tu te dis, ben là, comment réussir à comprendre? Puis c'est pour ça que là, les gens utilisaient beaucoup d'outils pour générer ces templates-là. Est-ce que c'est la même chose que tu vas faire ici? Tu vas le faire comme tu vas le monter manuellement, après ça, tu vas dire fais-moi un template à partir de ça ou c'est. Ben, on peut tout aller. Il y a une excellente interface qui est là. Dans le fond, l'interface est web, donc on se connecte, puis on peut créer les templates, puis après ça, créer les machines. On peut tout faire à la main, manuellement, il n'y a pas de problème. Puis là, dire bon, ben, OK, crée-moi 5 instances, puis configurer. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que la VM est configurée, c'est qu'on peut faire qu'elle va être automatiquement allumée. Parce que, dans le fond, souvent, un des irritants pour des développeurs, en tout cas, ou des personnes qui vont faire des tests, pour un consommateur de VM, c'est d'attendre que la VM parte, démarre le matin. Puis, pourquoi on les éteint? Ben, c'est parce que quand on les éteint, on sauve des coûts. Donc, le patron, il veut qu'on les éteigne le soir ou le week-end pour éviter des coûts, puis le développeur, lui, il est tanné d'attendre. Donc, DevTest Lab, ce qu'il propose, c'est de mettre la VM sur un horaire. Donc, à ce moment-là, le matin, peut-être une demi-heure avant que les gens rentrent au bureau, les VM vont se partir. Okay, puis le soir... Tu peux comme pré-configurer en disant, à partir de telle heure, je veux que tu les partes pour que les gens n'attendent pas quand ils arrivent et qu'ils sont prêts à travailler. C'est ça. C'est pas obligé, mais c'est une des options, entre autres, qu'il y a dans DevTest Lab. Okay. Ben, c'est merveilleux parce que ça permet de démarrer une image qui est déjà tout configuré, qui a tout le software ou tout ce que le développeur ou les testeurs ont besoin pour rouler. La machine, elle peut partir, si les gens arrivent à 9 heures le matin, tu peux la démarrer à 8 heures le matin, comme ça, elle va être prête, puis à 18 heures le soir, là, paf, t'as détruit automatiquement, donc tu sauves des coûts là, énormes. Ah, puis là, Guy, tu vois, j'entends là, les auditeurs dire « Oui, mais moi, si je travaille un peu plus tard, il y a une notification qui est envoyée avant, puis on peut retarder, éteindre le shutdown de la VM. » Puis, mais, donc tu dis, tu peux te faire avec une interface conviviale. Ce que je comprends, c'est qu'en arrière de la couverte, les gens qui ont fait ce produit-là, eux autres vont avoir tout un langage, en tout cas, toute une façon de définir et de décrire, parce que quand tu fermes ton instance, puis que là, le lendemain, tu dis « repars-toi », lui, il a fallu qu'il garde une empreinte, une trace de c'était quoi toute cette configuration-là, et c'est ça qui va être un amalgame de ARM template avec les images virtuelles, puis que Microsoft fait tout pour le configurateur, pour lui, plutôt que de dire, ben, fais tout ça à la main de bout en bout, ce qui serait un travail gigantesque, là, puis complexe. Ben, quand un coup que ta machine virtuelle est créée, c'est une machine virtuelle normale dans Azure, sous l'ombrelle de DevTest Lab, donc elle a de plus en plus, on va retrouver les fonctionnalités comme l'auto-shutdown, maintenant est disponible pour toutes les VM, mais au départ était seulement disponible pour les machines virtuelles dans DevTest Lab. Mais c'est une machine virtuelle, donc quand tu l'éteins, tu arrêtes de payer. En fait, tu continues de payer l'espace de stockage, mais tu ne payes plus de compute time, là, de temps de... C'est ça. De traitement. Tu ne payes plus pour le CPU. Donc, fait que tu vas sauver beaucoup. Le lendemain, il va juste repartir, redémarrer. Il n'en créera pas une nouvelle. Ben, c'est un choix. C'est un choix. Tu as le choix de la détruire complètement ou de faire un shutdown. C'est ça. Tu as le choix. Parce que si tu fais un shutdown, si les fichiers que tu as créés, mettons, cette machine-là, vont rester, parce que c'est un peu comme si tu avais juste fermé la machine, comme si physiquement tu l'avais fermée, là. Exactement. Donc, tu continues là où tu es. Fait ça, c'est souvent les machines qui vont être un peu plus persistantes. Puis moi, souvent, je suggère à mes clients, mais gars, au moins une fois par mois, delete la machine, puis recrée-en une nouvelle. Comme ça, t'es à jour. Ouais. Quand tu fonctionnes, du moins, avec des images. Parce que là, on a parlé juste d'une méthode, mais il y a une autre méthode aussi. Okay, donc, première méthode, c'est que je prends des images virtuelles comme gérées par Azure, puis je prends, je configure dans Azure ma réseautique et tout, puis bon, puisque je l'ai mis dans une bulle qui s'appelle Azure DevTest Lab sur Azure, lui, il sait comment créer toute la définition en dessous. Donc, l'autre méthode, c'est quoi?
L'autre méthode, c'est d'utiliser des formules. Donc, quand on crée une machine virtuelle, si on prend une machine virtuelle avec Windows, puis un logiciel, bien, à ce moment-là, on est pris avec une version qui va être statique. Mm-hmm. Quand on utilise une formule, à ce moment-là, il va, comme dans une recette, comme dans une formule, dans le fond, une formule de chimiste, là, Ouais. pas une formule comme mathématique, c'est une recette. Donc, on met les ingrédients un après les autres. Donc, il va bâtir, mais de façon automatique. Donc, on peut dire, OK, je veux avoir... On part quand même on peut partir d'une image. Donc, moi, souvent, là, pour une machine de développeur, je dis, bon, bien, parfait, je veux partir avec une version d'Ubuntu 18.04. Ouais. Puis, ça va être juste ça. Là, après, je vais rajouter des artefacts. Donc, dans les artefacts, il y a, on peut prendre un repository qui va être public, Mm-hmm. donc qui est dans GitHub. Puis là, on va dire, bon, mais je veux avoir Visual Studio Code, je veux avoir Git, je veux avoir Python installé. Fait que là, à ce moment-là, quand la recette va arriver, quand la formule va être exécutée, on va partir de l'image. Puis après ça, on va installer tous les logiciels à la version où on est rendu au moment où on crée la machine virtuelle. Donc on a tout le temps la dernière version. Donc, si Visual Studio Code, mettons, tu recrées la machine, ça fait 6 mois que tu ne savais pas toucher, il va prendre la nouvelle version de Visual Studio Code qui, elle, a évolué dans les derniers 6 mois et tu vas avoir accès aux nouvelles fonctionnalités de Visual Studio Code qui sont apparues dans les derniers 6 mois. C'est ça. Donc, c'est un peu plus long de créer la machine virtuelle, on s'entend, parce que quand on crée avec une image, c'est pour ça qu'on a créé l'idée d'utiliser des images quand on crée des machines virtuelles, c'est beaucoup plus rapide. Mais en faisant une formule, c'est un peu plus long, mais on a la dernière version. Okay. Donc, étant donné que Microsoft est très bon pour maintenir les images de base, ouais. Au niveau des gros logiciels, il n'y a pas tant de gains à faire. Par contre, si on parle des solutions maison, parce que là aussi, on peut créer ces mêmes machines virtuelles-là pour tester notre application qu'on est en train de développer. Mm-hmm. Donc, si moi, j'ai développé un nouveau feature qui est dans la version 4.2.1, bien là, en utilisant des artefacts dans un repository privé, à ce moment-là, je peux dire, quand tu crées la VM, bien, prends la dernière version de notre logiciel. Le logiciel va être installé sur ma machine. Donc, quand la personne arrive pour se connecter, il y a la dernière version. Donc là, tu viens de dire deux choses fort intéressantes. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des artefacts qui sont hébergés et gérés pour nous par Microsoft sur le service Azure, tu peux même pointer vers des artefacts qui sont propriétaires à toi, que c'est toi qui es responsable de les gérer, mais ils sont quand même hébergés sur Azure ou seraient hébergés quelque part sur un site web quelconque? N'importe où. Ça peut être dans un de mes vidéos, justement, j'en faisais un, puis le code, il était hébergé... où je l'avais hébergé? Je pense qu'il était sur GitHub. OK. Mais, parce que je voulais garder ça simple, mais évidemment, pour mon client, ben, c'était un repository qui était privé. Donc, ça prenait des clés là, pour se connecter. Et encore là, quand... problème, on le définit. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que quand tu utilises une formule, tu peux dire, prends toujours la dernière version. Même aujourd'hui, quand on construit un livrable quelconque, on le versionne. Donc, c'est facile pour la formule de dire, ben là, je vais prendre la dernière version. Même si dans ton repository, tu as 18 versions, lui, il va te prendre la dernière. Puis, c'est celle-là qu'il va instancier et mettre ça dans ton laboratoire. Oui, puis en fait, quand tu développes ton livre de formules dans le DevTest Lab, évidemment, tu vas te faire des formules avec des versions. Parce que peut-être qu'après, tu vas retourner, peut-être que tu as un client qui roule encore la version 2, puis toi, tu es rendu à la version 3. Donc, tu veux avoir une formule ou peut-être une image dans ce cas-là, mais tu peux avoir différentes formules. Dire, OK, ben je veux que tu ailles chercher la dernière version ou je veux que tu ailles chercher la version 2. OK, donc là, peut-être dans le nom, tu vas marquer le nom de la version pour que ça soit facile de dire, quand je passe celle-là, ça va me partir la version d'il y a un an parce que justement, je fais du support. Donc, peut-être aussi que ça pourrait servir pour quelqu'un qui fait du support pour essayer de reproduire un problème qu'un client leur soumet là, en disant, ben moi, je rencontre ça, puis là, tu veux vite voir si tu rencontres la même chose quand tu utilises l'application. Ben, c'est sûr que si c'est pour du support, j'irais peut-être plus avec des images.
Quoique, ça dépend. Ça dépend à quelle c'est vitesse on fait des c'est versions. un bon scénario, ça. C'est-à-dire que tu pars ta machine virtuelle a le nom, par exemple, du produit, puis telle version, puis la machine part, la recette, la formule installe tout ce que tu as besoin, puis tu peux créer des tests. Ce qui est intéressant, c'est, tu l'as pas mentionné, François, mais en tant que gestionnaire de DevTest Lab, tu peux créer un pool de machines virtuelles qui sont pas démarrées, mais tu peux les assigner à des différentes personnes. Puis, Oui. mettons mon équipe de développeurs, mon équipe de testeurs, j'ai besoin de tester telle chose, ou l'équipe de support, j'ai déjà un pool de machines qui sont prêtes à utiliser, que je peux démarrer automatiquement. Que Frank, par exemple, si tu es le gestionnaire, tu peux m'assigner, j'ai le droit de démarrer tel type de machine, c'est quoi la puissance maximum, hein, pour pas instancier là, des machines qui vont coûter les yeux de la tête. Donc, on limite là, l'utilisation quand même des ressources, même si c'est c'est un peu comme un mode de libre service. Mais ça donne de la liberté. Dans le fond, il y a deux choses que tu as parlé. Il y a l'idée de gestion puis de permission. Donc, on peut donner des permissions aux gens, disant, OK, vous avez le droit de créer des VM de telle grosseur, telle grosseur, telle grosseur. Vous n'avez pas le droit de créer plus de 2 VM à la fois. Ou pour toute l'équipe, vous êtes 4, vous avez le droit à 5 VM. Puis ça te permet de limiter tes coûts à ce moment-là. C'est ça, parce que sinon, c'est sûr que si on donne le choix, moi, le premier, je vais prendre la plus grosse VM. Mm-hmm. Si c'est pas moi qui paye. Pourquoi? Parce que effectivement, elle va plus vite, elle a plus de mémoire, on a plus de disques, on peut être plus paresseux quand on a plus de puissance. Puis l'autre chose, Guy, qui est très intéressant, c'est l'idée qu'il appelle ça claimable dans DevTest Lab, c'est que tu crées ta VM et elle n'est pas assignée. Donc, la VM est déjà prête, est en attente. Puis là, toi, en tant qu'utilisateur, tu arrives, tu dis « Hey, je veux une machine virtuelle. » Puis là, à ce moment-là, elle t'est assignée. Donc, après, elle va rester assignée à toi. Évidemment, sauf si on l'a détruit. Mm-hmm. OK. Donc, il y a moyen d'avoir des VM qui sont déjà prêtes, mais qui sont claimable, donc qui ne sont pas assignées à personne. Ou on peut le faire, créer les machines virtuelles et les assigner. Donc, quand Guy arrive, il peut avoir aucune idée où est la machine virtuelle et tout. Lui arrive, il ouvre son remote desktop, c'est le même IP qu'hier ou que tous les autres jours. Il se connecte sur la machine, c'est une machine toute neuve avec les outils qu'il a besoin puis les applications qu'il a développées pour aujourd'hui. Guy, est-ce que c'est un scénario que toi tu utilises toi, je sais que tu l'utilises quand tu fais de la formation. Est-ce que tu crées tes machines claimable, puis après ça, tu laisses chaque étudiant prendre sa machine? En fait, moi, ce que je crée une VM, je crée une image d'une VM, puis ensuite, je crée une formule qui va installer via Chocolaté, qui va installer à peu près une quinzaine de software différents. Puis donc ça va installer Visual Studio Code, des outils Azure, plein Chrome par exemple, parce que la machine virtuelle quand elle va démarrer, le Windows 2016 aura pas Chrome, je vais installer Chrome, je voudrais installer Firefox ou d'autres choses comme ça. Donc la formule va exécuter Chocolaté, puis va installer toute une série de packages. Puis, dans une classe, ce que je vais faire, si j'ai 10 étudiants, ce que je vais faire, je vais programmer le démarrage automatique de 10 machines. J'en rajoute une au cas où, là, disons. Donc, je programme mes 11 machines pour mes 10 étudiants pour que ça démarre, par exemple, si la formation débute à 9 heures, il démarre à 8 heures le matin. Les étudiants ont accès toute la journée via un URL. Donc, c'est même pas une adresse IP, là, c'est un URL qui est facilement distribuable. Puis, les étudiants peuvent se brancher via Remote Desktop.
utiliser la machine durant toute la journée. Ce que je fais, c'est qu'à la fin mettons, j'ai une formation de 2 jours. À la fin de la première journée, j'ai un shutdown automatique qui se fait à 7 heures le soir, à 19 heures. Puis le lendemain matin, la machine démarre automatiquement à 8 heures le matin, puis elle est détruite automatiquement à 18 heures là, à la fin de la deuxième journée de la formation. Donc, au niveau de la gestion, là, je trouve ça tellement génial, là. C'est vraiment intéressant. Puis ça permet là, de créer des environnements là, qui sont complets. Là. Mm-hmm. Ça évite d'oublier une VM allumée, puis finalement, au bout d'un mois, on se rend compte qu'on a dépensé énormément. Ben, et surtout, moi, ça me permet d'instancier des VM qui sont un petit peu plus performantes, en sachant qu'ils vont être utilisés moins longtemps. Oui. Donc, oui, puis ça te sauve quand même pas mal de travail là, quand tu dis qu'il faut que tu crées, là, dépendant de la grosseur des groupes, là, mais une dizaine ou une vingtaine de personnes, ça fait beaucoup de VM à créer. Là, Ouais. Puis, pour terminer, là, la partie classe de DevTest Lab, il y a un mode qui est en preview qui est pas beaucoup annoncé, même sur le site d'Azure. Faut vraiment le chercher. Qui est un mode classe qui permet à quelqu'un qui donne de la formation, justement, de créer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, une série de machines virtuelles. Mais en plus, ce que ça va faire, ça va donner un site web sur lequel les étudiants vont pouvoir aller chercher leur machine. Ils vont pouvoir s'inscrire, se loguer avec un nom d'usager et faire le claim, comment on dit ça en français, la requête. La réservation. La réservation, merci Mario. La réservation de la machine, donc via une interface web. Donc ça, c'est en preview. Ce que j'avais pas aimé lorsque je l'avais regardé, c'est qu'il n'y a pas moyen de lui donner une recette, c'est-à-dire la formule qu'on discutait tout à l'heure, François et moi. Dans ce mode-là, qui est en preview, il n'y a pas de recette qui est possible. Donc, tu pars avec une machine qui est vierge. OK. Ce qui est pas... ce qui est un peu poche, là. Mais ils vont peut-être améliorer ça aussi. C'est pour ça que c'est en preview. Ils vont sûrement l'améliorer. Moi, je l'ai demandé à Claude. Je ne l'ai pas utilisé. J'ai pas encore de clients qui ont eu vraiment ce besoin-là, mais je pourrais peut-être... Donc là, moi, je vais faire un Guy Barrette de moi-même. Demain matin, là, je veux essayer ça. On part comment? Je vais sur le site Azure, puis je trouve la section DevTest Lab. Comment pratico-pratique, là, comment je réussis à utiliser ce produit-là? Bon. Pour savoir quoi faire, tu t'en vas sur Cloud 5 minutes. Tu vas vers la porte. Non, sérieusement, si c'est la première expérience, Mario, que tu fais avec le DevTest Lab, je te conseille l'interface graphique, visuelle. Donc, tu t'en vas sur le portail, portail.azure.com. Tu cherches dans la barre d'outils, pas la barre d'outils, mais la barre de recherche en plein milieu, en haut de l'écran, DevTest Lab. C'est en un mot, DevTest, puis espace Lab. Tu crées une instance de ça. Après ça, ça va prendre un petit 2 minutes. Ça va te créer une nouvelle instance. Tu sélectionnes cette instance-là, puis dans la Blade, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, le panneau de DevTest Lab, tu vas avoir les options pour créer tes machines virtuelles, mettre tes propriétés, tous les paramètres, les policies qu'ils appellent, au niveau de la réglementation. Tu vas pouvoir avoir tes formules, ça va tout à partir du portail. Puis là, est-ce que ça va me prendre des heures à faire ça ou c'est quand même assez rapide? Ah non, ça peut être très simple. Si tu veux juste te créer 1 ou 2 machines virtuelles puis l'essayer avec 2-3 artefacts puis tout, ça va être très rapide. On parle de minutes. C'est très, très rapide. C'est sûr que si tu veux tout de suite avoir un réseau avec des IP réservés puis des firewalls préinstallés, là, ça peut devenir compliqué, mais ça va être long à créer ça, mais après le répliquer, ça va être instantané. C'est un clic. Tu lui dis, dans le fond, crée-moi ce lab-là.
Puis un aspect important, c'est que DevTest Lab, c'est gratuit. Oui, toute l'architecture, tout le metadata autour des machines virtuelles. Par contre, l'utilisation des machines virtuelles, tout ça, il y a un coût, mais l'infrastructure pour monter tes labs, en tant que tel, c'est gratuit. Écoutez, messieurs, est-ce qu'on a fait le tour de la question ou il y a quelque chose d'autre que vous auriez à dire sur le sujet? Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit qui a une vision qui est quand même assez large. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à toutes sortes de sauces. Si notre but, c'est de monter des environnements de test pour notre équipe de test, c'est possible. Si c'est pour donner de la flexibilité à nos développeurs pour qu'ils puissent monter des machines virtuelles facilement, pour qu'ils fassent des preuves de concept, c'est possible. Si on veut vraiment créer un environnement qui va ressembler pas mal à l'environnement de production pour déployer une application qui est complexe, qui roule sur 3, 4, 5 VM avec des containers, avec plein de choses, c'est possible. Si on veut monter une salle de classe, c'est possible aussi. Donc, c'est un produit qui est... c'est difficile à mettre le doigt sur exactement, c'est quoi le killer feature, parce que en fait, c'est un outil qui nous aide à monter des environnements. D'accord. Au lieu d'une belle bébite, ça aurait dû être un passe-partout. Dans la description de 97. Ah, mais la pieuvre est bien représentative, là, par contre. Écoutez, merci François. J'ai bien apprécié que tu nous vulgarises ce sujet. Puis, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs, puis on les revoit le mois prochain. Donc, à la prochaine. Au revoir. Hein? Visual Studio Talk Show.